Aujourd'hui, on va voir l'un des trucs les plus déroutants par rapport à l'infini. Les fractions rationnelles sont à la fois partout et nulle part. Commençons par voir pourquoi elles sont partout. Considérez deux points sur la droite des réels. Quand on augmente le dénominateur des fractions, on obtient des fractions de plus en plus nombreuses sur la droite des réels. En fait, en choisissant un dénominateur plus grand que l'inverse de la distance entre les deux points, on est sûr qu'une fraction avec ce dénominateur va tomber entre les deux points. Et cette remarque reste vraie même si les deux points que l'on avait choisis sont très près l'un de l'autre. Voilà qui montre que les fractions rationnelles sont vraiment partout. A l'inverse, tout point peut être encadré indéfiniment précisément entre deux nombres rationnels. C'est d'ailleurs comme ça que l'on définit les nombres réels. Les nombres réels sont les nombres qui peuvent être approximés aussi près que l'on veut par des fractions rationnelles. On dit parfois que Q, l'ensemble des nombres rationnels, danse dans l'air. Bref, comme vous le voyez, les fractions rationnelles sont en fait partout, et ça je suis sûr que vous le saviez plus ou moins. Ce qui est plus étrange, c'est que ces mêmes fractions rationnelles sont aussi nulle part. Commençons par une façon peu rigoureuse de comprendre cela. Imaginons tirer un nombre réel au hasard, décimale par décimale. Un tel nombre sera une fraction rationnelle si ces décimales finissent par se répéter une infinité de fois. Mais quelle est la probabilité qu'en tirant des décimales au hasard, on finisse par se répéter? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais tirer 2 ou 3 fois la même suite exacte de chiffres, c'est peut-être plus ou moins plausible. Mais tirer une infinité de fois la même suite de chiffres sans jamais faire aucune erreur, là ça paraît impossible. Et on peut prouver mathématiquement que cela est impossible. Autrement dit, la probabilité lorsque l'on tire au hasard un nombre, que ce nombre soit une fraction rationnelle, est égale à 0. Et ça devrait vraiment vous surprendre. Les fractions sont partout, mais il est impossible d'en tirer une au hasard. Mais il y a une autre façon, peut-être encore plus étrange, de comprendre l'absence totale des fractions rationnelles dans l'ensemble des nombres réels entre 0 et 1. Accrochez-vous, ça va vous retourner le cerveau. Concentrons-nous sur le segment 0,1 uniquement. Supposons qu'il fasse 1 mètre de long. Dans ce segment, il y a deux fractions dont le dénominateur est 1, les points 0 et 1. Je vais recouvrir le 0 avec un tissu de largeur 1/2 cm et le 1 avec un tissu 2 fois plus petit, donc de largeur 1/4 cm. Ensuite, il y a trois fractions de dénominateur 2, les points 0 divisé par 2, 1/2 et 2/2. Encore une fois, je les recouvre avec des tissus toujours 2 fois plus petits qui font donc respectivement 1/8, 1/16 et 1/32 de centimètre. Puis, on a 4 fractions de dénominateur 3 que je recouvre avec des tissus de largeur 1/64, 1/128, 1/256 et 1/512 de centimètre, et ainsi de suite. La première remarque, c'est que si je continue ce procédé à l'infini, j'aurai recouvert toutes les fractions rationnelles. En effet, la fraction P sur Q sera recouverte à la Qème étape de ce procédé. Plus étrange encore, toute fraction rationnelle sera recouverte par un nombre infini de tissus. Je ne vais pas expliquer pourquoi dans cette vidéo, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Mais je vous invite quand même à y réfléchir. Mais il y a plus étrange encore. Voici la question de la mort qui tue. À l'infini, pensez-vous que l'on aura recouvert tout le segment 0,1? Qu'en pensez-vous? N'hésitez vraiment pas à mettre pause maintenant et à chercher à répondre à cette question par vous-même. Pour recouvrir 0, on a utilisé 1/2 cm. Puis pour recouvrir 1, on a utilisé 1/4 cm. Puis pour 0 divisé par 2, on a utilisé 1/8 de centimètre, puis 1/16 et ainsi de suite. Du coup, la quantité totale de tissu que l'on aura utilisé est, en centimètres, 1/2 plus 1/4 plus 1/8 et ainsi de suite. Or, cette somme infinie, c'est une somme bien connue. On peut par exemple la calculer en base 2, ce qui nous donne 0,1 plus 0,01 plus 0,001 et ainsi de suite à l'infini, qui est égal à 0,1111, qui, par le même argument que celui de l'épisode 2, est en fait égal à 1.
Du coup, la longueur totale de tissu qu'il nous aura fallu pour recouvrir toutes les fractions est d'1 centimètre. Or, ce que le tissu a recouvert est forcément moins que la longueur de tissu utilisée. Du coup, la partie du segment qui a été recouverte par du tissu est forcément inférieure en longueur à 1 cm. Comme le segment 0,1 faisait 1 mètre, ça veut dire qu'on n'a pas recouvert plus d'1% du segment 0,1. Incroyable! Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la mesure de ce que l'on vient de mesurer. On a montré que l'on pouvait recouvrir toutes les fractions de l'ensemble 0,1 avec des bouts de tissu qui recouvrent moins d'1 centième du segment 0,1. Quand je vous dis que les fractions sont vraiment nulle part, elles représentent moins d'1 centième du segment 0,1. Pire encore, si on a obtenu ce nombre de 1 centième, c'est parce que l'on a commencé par recouvrir le 0 avec un tissu d'un demi-centimètre. Mais si on était parti d'un demi-millimètre, ou d'un demi-micromètre, ou même d'un demi-nanomètre, on n'aurait eu besoin que d'un nanomètre de tissu pour recouvrir toutes les fractions. Et l'on aurait alors conclu que les fractions représentent moins d'1 milliardième du segment 0,1. En poussant ce raisonnement une deuxième fois à l'infini, on est forcé de conclure que les fractions rationnelles représentent une fraction du segment 0,1 plus petite que n'importe quelle quantité strictement positive. La conclusion est inéluctable. Les fractions rationnelles ont une présence nulle dans le segment 0,1. On dit qu'ils forment un ensemble de mesures nulles ou encore un ensemble de mesures négligeables. Voilà qui pose des problèmes métaphysiques incroyables. Quand j'étais au lycée, un cancre de la classe s'amusait à troller ses camarades avec le paradoxe suivant. Si un point a une mesure strictement positive, alors un segment qui est composé d'une infinité de points devrait avoir une mesure infinie. Mais si un point a une longueur nulle, alors peu importe la quantité de points que je mets dans un segment, la longueur du segment, qui va être la somme des longueurs des différents points qui composent ce segment, devra lui aussi être de mesure nulle. Je me souviens que les bons élèves de la classe s'étaient moqués de cette remarque parce qu'elle a été énoncée par cet élève cancre. Mais cette remarque était incroyablement profonde et je passais la nuit à y réfléchir. J'avais fini par conclure que la longueur d'un point devait forcément être ni nulle ni strictement positive. Elle devait être infiniment petite, elle devait être un infinitésimal. Galilée, Leibniz et Euler auraient sans doute été d'accord avec moi, mais l'histoire nous a donné tort. En 1904, le mathématicien Henri Lebesgue développa enfin une théorie mathématique de la mesure. Et oui, il aura fallu attendre 1904 pour que les mathématiciens sachent enfin rigoureusement mesurer leurs objets mathématiques. Or, dans la théorie de Lebesgue, la longueur des points est nulle, tout comme l'ensemble des fractions rationnelles. Plus généralement, dans la théorie de Lebesgue, toute somme dénombrable de 0 est toujours égale à 0. Ça paraît évident dit comme ça, mais ça n'a rien d'évident. C'est incroyablement subtil. Le mot important dans ce que je viens de dire est le mot dénombrable. David de Sciences Étonnantes et LJJ en ont déjà longuement parlé et je vais pas tout réexpliquer. Mais en bref, l'ensemble des points entre 0 et 1 n'est pas dénombrable. Il est indénombrable, ce qui veut dire qu'en gros, il est trop gros cet espace pour qu'on puisse lister ces éléments un à un, de 1 jusqu'à l'infini. On reviendra d'ailleurs longuement sur la preuve de ce théorème dans un épisode Sense for All. À l'inverse, l'ensemble des nombres rationnels entre 0 et 1 est lui dénombrable, puisqu'on l'a listé précédemment pour notamment choisir les longueurs des bouts de tissu pour recouvrir chacun des nombres rationnels. En fait, l'ensemble de tous les rationnels est aussi un ensemble dénombrable, et je vais pas refaire la preuve puisqu'LJJ et Sciences Étonnantes l'ont très bien faite dans ces deux vidéos. Or, tout ensemble dénombrable est de mesure nulle, puisqu'il est la somme des longueurs des éléments qui composent cet ensemble. Donc en théorie de Lebesgue, on peut dire qu'une somme dénombrable de 0 est égale à 0. Cependant, le segment 0,1, lui, est composé d'une quantité indénombrable de points, et c'est parce qu'il est composé d'une quantité indénombrable de points qu'il peut ne pas être de longueur nulle. Autrement dit, on pourrait dire, même si les puristes ne vont pas être d'accord,
qu'une somme indénombrable de zéros peut prendre des valeurs non nulles, et c'est ça qui résout le troll de l'étudiant cancre. La dernière fois, on a parlé de 8 monstres des mathématiques, et encore une fois, vous avez été super génial avec tout plein de questions super intéressantes. Encore une fois, je vais pas pouvoir répondre à toutes vos questions, et je m'en excuse. NJClan Official Leader nous demande pourquoi est-ce que la surface de la trompette de Gabriel est infinie. Alors, pour répondre à cette question, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer la trompette de Gabriel en bouts de longueur 1. Et sur chaque bout de longueur 1, on sait que la surface de la trompette va être plus grande que la surface d'un cylindre qui va être inscrit dans la trompette. Donc, par exemple, entre 1 et 2, on voit que la surface de ce cylindre qui est égale à tau fois la hauteur fois le rayon du cylindre, la hauteur ici c'est égal à 1, c'est la longueur, et le rayon de ce cylindre c'est égal à 1 sur x, où la x va être l'abscisse du point le plus à droite, donc ici x est égal à 2. Donc pour le premier bout, la surface va être supérieure à tau divisé par 2. Ensuite pour le deuxième bout, on peut voir que la surface va être supérieure à tau divisé par 3, et ainsi de suite. Et du coup ça nous dit que la surface totale de la trompette de Gabriel va être supérieure à la somme des taux divisés par n. Donc ça c'est égal à tau fois la somme des 1 sur n. La somme des 1 sur n c'est la somme harmonique dont on a déjà parlé dans l'épisode 3, et on sait que ça tend vers l'infini. Du coup la surface de Gabriel est plus grande qu'une série qui tend vers l'infini. Elle est donc infinie elle aussi. Mais à l'inverse, le volume de la trompette de Gabriel, lui, est parfaitement fini. Pour voir cela, on va prendre cette fois les cylindres circonscrits, ceux qui sont autour, dont le volume est forcément plus grand que le volume à l'intérieur de la trompette. Donc cette fois, le volume d'un cylindre, ça va être 1/2 de tau fois la hauteur fois le rayon au carré. Et du coup, pour le premier bout, ça va être 1/2 de tau fois 1, encore une fois la hauteur est égale à 1, et cette fois 1 sur x au carré, où x est l'élément à gauche, donc ça nous fait 1/2 de tau divisé par 1 au carré. Ensuite pour le second bout, on voit que le volume à l'intérieur de la trompette de Gabriel va être supérieur à 1/2 de tau divisé par 2 carré, et ensuite 1/2 de tau divisé par 3 carré, et ainsi de suite. Du coup le volume total de la trompette de Gabriel va être inférieur à 1/2 de tau fois la somme des 1 sur n au carré, et cette fois la somme des 1 sur n au carré. Ça converge, c'est quelque chose qui va être égal même à tau carré divisé par 24, et du coup on voit que le volume à l'intérieur de la trompette de Gabriel va forcément être inférieur à tau au cube divisé par 48, et je vous propose en exercice, par exemple, vous pouvez mettre dans les commentaires comment calculer de façon exacte le volume à l'intérieur de la trompette de Gabriel. Illusionniste FR nous demande s'il y a un lien entre la diagonale biscornue et quelque chose que j'avais présenté dans le documentaire sur la magie des maths de prépa. Eh bien oui, en effet, c'est à peu près la même chose, et je vous invite vraiment à aller voir ce documentaire si vous voulez beaucoup mieux comprendre pourquoi cette diagonale biscornue a une longueur qui peut toujours être égale à 2 tout en convergeant vers une diagonale dont la longueur est égale à la racine carrée de 2. Et enfin, vous avez été nombreux à me demander d'expliquer le concept de dimension, et en fait je pensais que Mickaël Launay ou Gilles l'avaient expliqué, mais en fait ils l'ont pas expliqué. Pour comprendre le concept de dimension, on va reprendre le tapis de Sierpinski. J'espère que je le prononce bien cette fois. Sierpinski. Donc là, on a un tapis de Sierpinski à une certaine échelle, et la question que je vais vous poser, c'est combien il faut de billes, de petites billes, de disques, pour recouvrir tout le tapis de Sierpinski. Et là, on se rend compte qu'on peut recouvrir tout ce tapis avec 8 billes. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir le tapis de Sierpinski sans agrandir les billes qu'on va utiliser pour le recouvrir. Donc on va par exemple, je vous propose de multiplier par 3 toutes les distances. Donc on effectue une homothétie de rapport 3 du triangle de Sierpinski. Donc là, il est tout de suite beaucoup plus grand. Et la question intéressante, c'est de savoir combien il faut de billes pour maintenant le remplir. Et là, on se rend compte qu'il faut 64 billes pour remplir le tapis de Sierpinski. Du coup, si je récapitule, lorsque j'agrandis le tapis de Sierpinski d'un facteur 3, le nombre de billes qu'il me faut maintenant pour le recouvrir est multiplié par 8. On est passé de 8 à 64. Plus généralement, la question qu'on va se poser, c'est si on fait une énorme homothétie, donc on multiplie ça par un facteur x très grand, par combien je devrais multiplier le nombre de billes pour pouvoir encore recouvrir tout le tapis de Sierpinski super agrandi. Et bien si le tapis de Sierpinski était de dimension 1, le nombre de billes qu'il faudrait serait juste multiplié par le même facteur x. Si le tapis de Sierpinski était de dimension 2, eh bien le nombre de billes qu'il me faudrait serait multiplié par x carré. Et du coup, plus généralement, je ne sais pas si vous le sentez venir, mais la dimension du tapis de Sierpinski va être telle
que le nombre de billes qu'il faut pour le recouvrir va être multiplié par x puissance d. Et en fait, plus généralement, la dimension d'un espace fractal, ça va être défini comme la puissance d ici qu'il faut associer à x, tel que lorsque j'effectue une homothétie d'un facteur x de la figure fractale, le nombre de boules pour recouvrir la structure fractale très agrandi sera alors multiplié par x puissance d. Alors pour être bien rigoureux, il faudrait introduire un concept de limite et prendre la limite comme il le faut. Mais intuitivement là, dans notre exemple, on peut appliquer ce qu'on vient de dire. On a vu que lorsqu'on multipliait les distances par 3, il fallait multiplier le nombre de billes par 8. Du coup, 8 doit être 3 puissance d. Du coup, on a l'équation 8 est égal à 3 puissance d, où l'inconnu, ce qu'on cherche à connaître, c'est la dimension d du tapis de Sierpinski. Et là, pour résoudre cette équation, j'applique les logs des deux côtés, puis je divise par log de 3 des deux côtés, et j'obtiens d est égal à log de 8 divisé par log de 3. Alors pour bien sentir ce concept de dimension, je vous propose d'appliquer ce qu'on vient de dire à l'éponge de Menger. Eh bien, l'éponge de Menger, là on voit que je l'ai recouverte avec une bille, et si je multiplie toutes les distances par 3, il va me falloir maintenant 20 billes. En gros, il y aura 20 morceaux qu'il faudra recouvrir avec le même volume que j'avais pour recouvrir l'éponge de Menger initiale. Et ça veut dire que 20 doit être égal à 3, donc là le 3 c'est le facteur d'agrandissement, puissance, la dimension de l'éponge de Menger. Du coup, on a cette fois 20 est égal à 3 puissance d. Encore une fois, on prend les logs des deux côtés, on divise et on trouve d est égal à log de 20 divisé par log de 3. Une autre façon peut-être de court-circuiter un peu ce raisonnement sur les billes, qui est le vrai raisonnement qu'il faudrait faire, mais bon, parfois, quand on a des structures aussi simples que celle-là, eh bien, on peut le court-circuiter. Eh bien, c'est de voir que l'éponge de Menger est composée de 20 copies identiques de l'éponge de Menger elle-même, qui sont toutes avec des longueurs 3 fois plus petites, qui ont subi une homothétie de rapport 1 tiers. Et du coup, lorsqu'un objet contient 20 copies de lui-même qui sont 3 fois plus petites, sa dimension fractale va être log de 20 divisé par log de 3. Et je vous propose d'appliquer ça à la courbe de Hilbert. On voit que la courbe de Hilbert contient 4 copies d'elle-même qui sont chacune 2 fois plus petites. Du coup, la dimension fractale de la courbe de Hilbert doit être log de 4 divisé par log de 2. Et là, je sais pas si vous connaissez bien les logs, mais log de 4, c'est log de 2 carrés. Et donc 2 carrés, log de 2 carrés, on peut sortir le 2, donc c'est 2 fois log de 2, les logs de 2 se simplifient. Et donc on trouve que la dimension fractale de la courbe de Hilbert est bien égale à 2. Ça correspond bien en fait qu'elle recouvre un plan. Hey, j'espère que vous avez aimé cet épisode qui est le dernier épisode où on insiste beaucoup sur les bizarreries de l'infini. Maintenant qu'on a plein de monstres et plein de bizarreries mathématiques, à partir du prochain épisode, on va essayer de structurer tout ça, de s'assurer que tout ce qu'on a dit jusque-là a un sens. Autrement dit, on va faire de l'axiomatique. On va essayer de se poser la question de qu'est-ce que la vérité en mathématiques et tout ça. Et en particulier, la prochaine fois, on va parler de l'arithmétique de Peano. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter et à le partager. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leurs dons et j'espère que je vous verrai la prochaine fois. We're using naive notions of measure. That's why that's a problem. We're making assumptions. This almost broke maths. Et on tient donc là un nombre qui appartient à Q, tel que ce nombre-là se trouve entre R1 et R2.